وتغزل فيا. Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Après avoir mis le feu par des décisions assez éloignées d'une justice sociale qu'il avait par ailleurs revendiquée lors d'une campagne présidentielle marquant l'avènement du Nouveau Monde, Jupiter se retrouve dans la position de l'apprenti pompier, jetant des seaux entiers sur les flammes avant de s'apercevoir qu'ils contenaient de l'essence. Nouvel exemple dans la semaine, mercredi si je ne m'abuse, où dans la même journée, Macron et sa joyeuse bande de bras cassés aura annoncé l'annulation de 3 mesures censées accompagner la hausse de la fiscalité sur les carburants, 3 mesures proclamées comme ultra nécessaires 15 jours plus tôt, avant d'annuler 3 heures plus tard l'annulation. Une telle panique, une telle fébrilité, une pareille indécision est-elle le résultat d'une sidération du pouvoir face à un mouvement de colère qu'ils ne parviennent toujours pas à désamorcer, à défaut de le comprendre, ou plus simplement la prise de conscience que décidément l'ancien monde ne se laisserait pas plumer sans résistance. Sans doute un peu des deux. Moment de panique en tout cas, vite repéré par les syndicats de la police nationale qui en une nuit parviennent à obtenir une augmentation de 120 à 150 euros de leur salaire et la promesse d'une négociation à venir, mais pas trop longtemps quand même, sur le million d'heures supplémentaires toujours impayées. Alors oui, rassurons-nous, en ce moment tout est possible. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme. Dans un instant, nouvelle chronique pelliculaire de notre bon professeur Thibaut, séquence attention les yeux à prévoir. Lucas Lemauve de son côté nous a envoyé par ordinateur, parce que ce jeune homme est un jeune homme moderne, le résumé de son année 2018. On découvrira ça dans le cours de cette émission. Et puis je recevrai Eric Nemo, multi-instrumentiste cultivé, guitariste majeur de la scène rock toulousaine à l'époque où les groupes en vogue de ce côté-ci de la Garonne s'appelaient Rosemary Babies, Little Helpers ou autres super pop, groupes dans lesquels ces riffs plutôt saignants faisaient florès et merveille. Eric Nemos qui ces jours-ci vient de faire paraître un nouvel album à tendance pop-rock, excellente occasion de revenir sur 30 ans d'activisme rock'n'rollesque à partir de quelques disques sortis de sa discothèque personnelle ou de mes archives personnelles à moi. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Depuis maintenant 1 an, le duo Olifant sort à intervalles réguliers des singles où leur pop synthétique fait plutôt merveille. Formé de Jean-Pierre Isnardi, guitariste de Pas de printemps pour Marny, qui, entre parenthèses, Pas de printemps pour Marny, vient de finir l'enregistrement de son 4e album, et formé également de Philippe Birgy. Olifant, c'est la confrontation de l'univers pop du premier au parti pris plutôt électro du second. 11 morceaux ont donc vu le jour depuis 1 an. Le 12e vient d'arriver et avec lui, la promesse d'un album réunissant l'ensemble de ces petites pépites électropop. D'ailleurs, une souscription vient d'être lancée sur le net pour finaliser la sortie de ce digipack à vos porte-monnaies donc. En attendant, voilà le 12e morceau d'Olifant. Morceau plutôt étrange et magnifique, morceau instrumental et cette fois entièrement digital et organique. L'électronique, c'est pour les 11 autres. 12, Olifant, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
Noël, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec les cavaliers du Far West. Oh, Jim. Daphne, I love you. Bonsoir, bon professeur Thibault. Bonsoir, petite fée de la FM. Ah, ça, je ne m'en lasserai pas. On vient d'assister à un grand moment dans ce studio. Notre bon professeur Thibault vient d'arriver en métro parce que ce jeune homme a une conscience écologique. Il est arrivé dans ce studio, frais, guilleré, a pris son micro entre les mains pour se le placer juste devant la bouche pour parler et en a profité pour casser l'installation, pied de micro en l'air, tout en l'air, pendant que je faisais mon édito. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce jeune homme a tout remis en place lui-même. Et là, je dis bravo. Ah bah écoutez, vous avez vu, hein, pas de fébrilité. Incroyable. Contrairement et tout ça à sans Jupiter. Marteau. Ouais, exactement. Sans tout marteau. à fait. Ça a été absolument formidable. Un calme impérial, ouais. Pas de marteau, pas de tournevis, rien. Comme ça, juste mes mimines. Ouais, on vous reprend quand vous voulez. Peut-être même j'ai de l'électricité à refaire à la maison. Je me demande si je vais pas vous inviter. Pas de problème. Très bien. Sans marteau ni tournevis, je vous pose les goulottes, je tire les câbles, il n'y a pas de souci. Très bien. Il n'y a pas de souci. En attendant, parlons de pellicule. Oui, tout à fait. Alors c'est Noël, vous savez, c'est Noël. J'ai vu les éclairages, ouais. Voilà, alors j'ai fait un petit, vite fait comme ça, comme d'habitude, j'ai fait un petit panier de la ménagère, ouais. Comme on dit. Et alors celui-là est assez... de 40 ans. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Moi je me suis dit, on va parler de films un peu comme ça pour toute la famille, parce que vous savez qu'il y a les films de Noël, le 25 décembre, donc tout le monde se met sur les canapés, confortablement installé, comme ça, alors on met un DVD de Noël, un Blu-ray de Noël, voilà. Donc je vous ai fait une petite sélection de films de cannibales. Mais oui, voilà. Après la dinde. C'est exactement ça. Puis on mange beaucoup à Noël, tout ça, donc je me suis dit qu'il fallait peut-être un peu rétablir la balance, parce que après ce type de film en général, on fait le régime, voilà, on est c'est un panier de la ménagère pour garder la ligne. Voilà. Mais exclusivement l'après-midi du repas de Noël. Voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Vous allez voir. Sinon, on gâche tout. Il faut absolument avoir ça chez soi parce que ça fait plaisir à tonton, ça fait plaisir à mamie, ça fait plaisir au petit dernier. Enfin, c'est la joie et la bonne humeur pour toute la famille. Un film familial. C'est ça. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que le film de cannibale, quand même, ce que j'explique très rapidement. Donc, c'est un genre qui a bel et bien existé, qui n'existera plus parce que ces films-là sont absolument irrefaisables aujourd'hui. Faut pas chercher, faut même pas essayer d'en monter. Il y a toutes les ligues ça de ne vertu marchera pas. Qui monteraient au créneau. Tout à fait. C'est né en fait sur les cendres du Mondo Movie, qui étaient ces fameux documentaires des années 60 et 70. Le genre avait été popularisé par Mondo Canet. Alors c'était des espèces de zapping encyclopédique où on passait d'une boîte de striptease parisienne à une scène de rituel dans la jungle. Et tout ça bien sûr avec un commentaire très scientifique, etc. Qu'est-ce qu'exploite lui le film de cannibale? C'est toujours cette fascination pour l'Afrique, pour le continent noir et asiatique d'ailleurs, les jungles un peu comme ça, impénétrables et tout, et évidemment la peur de l'autre, parce que c'est quand même ça, le film de cannibale. En gros, les scénarios, c'est tout pourri, c'est-à-dire qu'on retrouve donc un journaliste, il faut qu'il retrouve sa sœur, alors qui est parti faire des photos dans la jungle thaïlandaise ou autre. Qu'est-ce qu'on y fait? On va retrouver un copain aussi, qu'on a perdu de vue depuis longtemps. On se dit, il a disparu, alors faut aller le chercher, il faut aller le secourir, etc. Donc en gros, c'est un groupe comme ça qui vient d'une ville. Attention, ça c'est très important. Ils viennent d'une ville, de préférence New York, parce que New York est une jungle. Ah ouais, d'accord. On vous le dit bien au départ. New York est une jungle, attention. Et là, bien sûr, on va se retrouver dans un autre type de jungle. Donc jusque là, vous me dites, c'est absolument bon enfant et tout, etc. Sauf que c'est quand même un genre extrêmement étrange, puisque les gens, effectivement, c'est tourné en décor naturel, pour la plupart. Il n'y a pas beaucoup de films de cannibales, Il doit y en avoir une quinzaine, et encore avec des choses un peu capillotractées que je remettrai dans le genre, mais qui n'en sont pas tellement. C'est des gens, donc, comme je le disais, qui partaient dans la jungle et qui filmaient en 16 mm, qui recrutaient des acteurs, entre guillemets, des non-professionnels, donc des locaux.
Et tout ça a été mélangé avec des acteurs professionnels. Donc, s'il y avait un côté, il y avait un petit côté quand même grande aventure. Et alors, bien sûr, on en profitait pour tourner toutes sortes de massacres donc d'animaux, parce que c'est très rigolo, bien sûr, de dépecer une tortue. C'est très rigolo de dépecer un crocodile ou autre bestiole. Et puis ça fait des effets spéciaux pas chers, vous voyez, etc. Et bien sûr, on en arrive à ces scènes de cannibalisme. Alors, bien sûr, je vous passe les scènes d'émasculation, les filles qui se font couper les seins, en principe, c'est des leitmotifs du genre. Vous voyez, c'est des choses qui reviennent comme ça tout le temps. Mais alors, je me dis que quand même, c'est très bizarre. Et puis, finalement, je me dis, c'est les films italiens. Mais il y a quand même une filiation avec Vittorio De Sica, avec le voleur de bicyclette. Il y a quand même une filiation avec le néo-réalisme, là, quand même. Vous y allez, là? Moi, je rêve que la Cinémathèque de Toulouse monte une programmation, je ne sais pas, qu'on pourrait appeler Mangiati Vivi, de Vittorio, du voleur de bicyclette à Cannibal Holocaust, une histoire du cinéma italien. Ah ouais. Voilà. Donc, alors ça, ce serait formidable. Mais la programmation, vous pouvez vous la faire vous-même. Alors, je vous ai apporté 3 objets. Moi, j'en ai plein, mais j'ai sélectionné ces 3. Alors, on va commencer par lequel? Alors, je sais plus. On va parler on va parler du dernier monde cannibale. Alors, qui a un titre absolument magnifique en anglais. Ça s'appelle, regardez, Jungle Holocaust. Wow, alors là, ça, c'est quasiment un de mes préférés. C'est un film de Ruggero Deodato. On va parler tout à l'heure d'un film d'Umberto Lenzi. Ruggero Deodato, Umberto Lenzi, c'était un espèce de concours de zizi au niveau du film de cannibale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lui qui ferait le pire. Exactement, chaque fois c'était de la surenchère et tout, etc. Donc c'est quand même Umberto Lenzi qui a lancé le genre dans les années 60, en 72 je crois, avec un film qui s'appelle Cannibalis au pays de l'exorcisme. Il n'y a pas d'exorcisme, hein, je vous rassure. Et il y a très peu de cannibales aussi, qui était à la fois une espèce de mélodrame en fait, qui se passait dans la jungle, mais rien de bien méchant. Par contre, avec le dernier monde de cannibale, ça commence à devenir un peu méchant. Donc là en fait on a un journaliste qui est kidnappé donc par une tribu. Alors il est parti chercher, je sais plus qui, je vous avoue que je me rappelle plus trop, mais il est parti chercher quelqu'un. Donc là il est kidnappé et bien sûr il va être initié au rite cannibale. Donc vous voyez, on va régresser comme ça, on régresse, ça on devient comme ça complètement sauvage. C'est très difficilement supportable. Celui-là ne comporte pas de scène d'émasculation. Mais par contre, il y a beaucoup plus de meurtres d'animaux que dans les autres. Ah ouais. Voilà. Là, je vous préviens. Donc, le dernier monde de cannibale de Ruggero Deodato, c'est absolument. Moi, je trouve que c'est vraiment formidable. Hein. Voilà. C'est une magnifique édition en DVD. Regardez, je l'ouvre. Regardez, il y a des cartes postales. Voilà, regardez. Oh là là, regardez ça comme c'est beau. Ah ouais. Vous voyez, il y a des cannibales là. Hein, je vous avais pas menti. Ouais. Et il fait vraiment méchant. Hein. Ah oui. Donc voilà, à se procurer donc de toute urgence. Alors ça, c'est en DVD, mais vous savez que la technologie va vite et que maintenant, il y a le Blu-ray. Et ouais. Alors, on sort des objets improbables. Alors, un autre chouchou aussi, dans le genre, Cannibal Ferox, d'Umberto Lenzi. Voilà, interdit dans 31 pays. C'était la pub à l'époque. Ouais. C'était un gage de qualité. Celui-là comporte une scène d'émasculation, mais comporte moins de meurtres d'animaux que les autres. Il faut choisir. Et alors, notamment, avec une séquence de cannibalisme, alors là, absolument formidable, c'est qui pourrait être une technique, d'ailleurs, qu'on pourrait appliquer en famille, là, le soir de Noël. C'est quelqu'un, là, qui se fait ouvrir le thorax, comme ça. Et alors, parce que les cannibales, en fait, on croit que comme ça, ils mangent comme ça et tout, là, même l'homme. Pas du tout. Pas du tout, ce sont de fins gourmets. Qu'est-ce qui se passe là? On met des pierres chaudes à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Comme ça vous garde le plat au chaud. Formidable. Voilà, et voilà, tu vois, hop, c'est refermé comme ça. Vous êtes un grand malade. Voilà, alors comme ça cuit et tout comme ça. Alors après, les cannibales, évidemment, ils sont contents, c'est chaud, tout ça et tout. Enfin bon, bref, ils s'amusent bien. Vous êtes un grand malade. Cannibal Ferox, donc un fleuron du genre. Et donc, je terminerai, alors par un peu, là aussi, le stade, vous savez que les genres, c'est cyclique, etc., qui est un peu le stade terminal, en fait, donc, du film de cannibale, qui est un film d'Umberto Lenzi, alors là, pour le coup, qui s'appelle Mangiati Vivi, en version originale, donc Eaten Alive, donc en anglais. Alors ça, c'est superbe, parce que, en gros, c'est exactement le même film qu'avant.
tellement le même film qu'il y en a bien un bon tiers qui viennent du film d'avant. Alors je m'explique, d'accord. en fait, donc Umberto Lenzi est allé chercher des images dans son film. Ouais. En fait, il a recuté des plans qu'il a replacés dans un truc donc qui s'appelle Mangiati Vivi, qui est un peu le club des 5 donc s'amuse dans la jungle. Hein, Ouais. voilà, il se passe rien. Il y a Dagobert. Voilà, oui, Il le mange. mais, voilà, donc voilà, il se passe pas grand chose et tout. On a quelques circulations comme ça, on voit des animaux. Il y en a qui se font tuer là aussi. Je crois qu'il y a un crocodile, mais j'aime pas trop les crocodiles, donc ça va, ils peuvent se faire tuer. Ne m'en veuillez pas. Donc voilà, alors ça c'est pas très bon, mais l'objet est formidable. Alors celui-là, je vous l'ouvre pas, mais alors regardez, Cannibal Ferox, moi j'aimerais bien vous l'ouvrir. Regardez, parce qu'on y trouve aussi le CD. Alors le CD qui a une pochette magnifique, que vous pouvez peut-être décrire ça à la radio. Hein. Non, pas à 7 heures de grande écoute. Non, pas à 7 heures de grande écoute. Non, c'est vraiment trop sauvage. Donc voilà, alors alors évidemment, je précise que les films sont voilà un petit peu racistes, hein, parce qu'il faut bien le dire et tout. Mais attention, c'est un genre qui a existé et qui, à mon avis, mérite le coup d'œil parce que ça démontre qu'à une époque, on pouvait aller très loin. Alors pourquoi on pouvait aller très loin ? Parce qu'il y avait cette concurrence de la télévision, donc les cinéastes essayaient d'appuyer, et que voilà, il fallait... Et de faire venir des gens dans les salles. Et alors c'est marrant parce que finalement, c'est des films qui, au fil du temps, en fait, et notamment celui que j'ai pas amené, mais qui est très connu, qui s'appelle Cannibal Holocaust, qui sont... Cannibal Holocaust, faut pas oublier quand même que c'est une mise en accusation des médias. Alors qui est trash, hein, ça ne rigole pas du tout. Donc voilà, alors ces films-là maintenant ont cette espèce de petit regain à cause de ce discours très politiquement incorrect par rapport à l'homme civilisé finalement. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Vous voulez dire que ces films de grands malades, racistes, xénophobes, tout à fait. complètement masculinistes, machos et compagnie sont devenus maintenant des fleurons de la révolte et de la résistance. Tout à fait, quelque part, oui, et c'est pas si faux que ça. C'est pas si faux que ça. Voilà. Après, ce sont bien sûr des films excessifs. Alors, mais moi, je vous dis peut-être que Mamie les supportera. Attention, hein, c'est juste peut-être le petit dernier qui les supportera pas. Quoique, à mon avis, parce qu'il y a les filles dénudées, donc il va supporter. Voilà. Qu'est-ce que je rajouterai ? Alors, il y a des tas de suppléments sur ces trucs. Je vais pas en parler, mais bien sûr, Umberto Lenzi et Ruggero Deodato sont interviewés. Et bien sûr, ils n'ont jamais tourné de leur vie une scène donc de meurtre d'animal. Bien sûr. C'est écrit sur la jaquette. Mais voilà, mais dans ce cas-là, il fallait aussi ne pas les monter. Eh bien, exactement. Hein, j'allais ajouter. Voilà, le panier de la ménagère. Ouais. Alors, ça promet un après-midi d'après repas de Noël assez féroce. Ah, ça va être un Cannibal Ferox. Et voilà. Et rien que pour ça, professeur, merci beaucoup. On se retrouve l'année prochaine. Someone different, but someone like me, with no fault, spirits and all my qualities. But since I met you, dear, all of this is history. All of this is history. All of this is a history. You're so beautiful, you're so beautiful. I couldn't care if you were stupid. Beautiful, you're so beautiful. I couldn't mind if you were dumb. You're so beautiful, you're so beautiful. I wouldn't care if you were torpid. Beautiful, you're so beautiful. I wouldn't mind if you were dumb. Would you be back?
know the hardest to see. Bad love is just no blind at all, and that is why I need. I wanna watch you more. That is why I need. I wanna watch you more. That is why I need you more. 'Cause you're so beautiful, you're so beautiful, and I wouldn't care if you were stupid. So beautiful, you're so beautiful, I wouldn't mind if you were dumb. You're so beautiful, you're so beautiful, I wouldn't care if you were torpid. Beautiful, you're so beautiful, I wouldn't mind if you were down. Let you be that view, 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 view. You're beautiful, beautiful soul. You're beautiful, beautiful soul, and I wouldn't mind if you were stupid. You're beautiful, beautiful soul. I wouldn't mind if you were stupid. You can be torpid, you can be bad. Beauty, full of beauty, full of beautiful. Beauty, full of beauty, full of beauty, full of beauty, full of beauty, so I wouldn't mind if you. Voilà, Frédérica, Beauty for Love, Frédérica, qui ce soir à 20h30 sera au Satch Club, le Satch Club, 3 rue Lafayette. Je ne connais pas l'endroit, je vais aller le découvrir tout à l'heure. Le Satch Club, 3 rue Lafayette, donne ce soir Frédérica en solo acoustique. Et là, on vient d'écouter un de ses nouveaux morceaux, Beautiful, qui devrait paraître prochainement sur un album qu'on nous annonce pour le mois d'avril. Voilà, Frédérica ce soir donc au Satch Club. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Ouais, toujours Joe Kangourou, toujours Caramel Mou, et vous êtes toujours sur les ondes de Campus FM Toulouse. Passons maintenant à l'invité du soir, Éric Nemo. Éric Nemo, pour qui j'ai une affection toute particulière et pour plein de raisons. La première étant que c'est quand même lui qui a essuyé les plâtres il y a 30 ans, c'était en décembre 1989, donc 29 ans. Il a essuyé les plâtres d'une émission qui commençait à être diffusée sur les ondes de Radio Campus. Elle s'appelait Caramel Mou, et dans ce premier numéro, nous avions invité Éric le Chien Fou, puisque c'était son nom de scène de l'époque. À l'époque, il était guitariste des Rosemary Babies, groupe toulousain qui commençait à faire un peu parler de lui. On en a entendu parler nettement plus dans les années qui ont suivi. Et Éric le Chien Fou, Éric Nemo maintenant, était déjà le guitariste que l'on continue à voir de temps en temps sur scène, assez inspiré, portant sa guitare assez basse, façon guitariste de punk des années 70, avec des riffs assez vengeurs. Et puis Éric Nemo a continué son petit bonhomme de chemin dans plusieurs groupes. On parlera dans cette interview de groupes comme Super Pop aussi, groupe qu'il a initié et animé pendant un petit moment. Et puis depuis, j'allais dire, le début des années 2000, Éric Nemo se produit seul ou accompagné par un trio pour développer un peu sa musique qui est passée, j'allais dire, d'un rock'n'roll échevelé à une pop rock plutôt classieuse. Mais de tout ça, on va parler dans les 35 minutes qui suivent. Éric Nemo, bonsoir. Bonsoir. On va commencer par un peu la question que je pose traditionnellement aux invités qui viennent nous parler un peu de leur carrière. Et pour vous, il y a à peu près 30 ans de carrière sur la scène toulousaine. Oui, en fait, j'ai fait mon premier concert le 1er mai 1981. Voilà, ouais, donc ça fera bientôt 40 ans. Ouais. C'était juste avant que François Mitterrand ne soit élu président de la République. C'est ça, ouais. Effectivement, ça nous ramène assez loin en arrière. Comment c'est arrivé le rock pour vous? En fait, j'ai écouté chez mon cousin un disque des Beatles. En fait, ça a démarré comme ça. Un jour, mon cousin et ma cousine m'ont dit
tiens, on va te faire écouter quelque chose. Alors, c'était pour la première fois, on avait 12 ans, on s'est assis dans la chambre, et ils ont sorti un électrophone et ils ont mis un morceau d'un disque rouge des Beatles, donc je ne savais pas ce que c'était. Et ils l'ont posé sur la platine et là, ça a été le choc total. Voilà. Et de ce choc-là, on reparle tout de suite, puisque le premier morceau que vous avez voulu nous faire écouter ce soir, il sort d'un disque des Beatles, mais la pochette bleue. Et c'est ce petit morceau. Non. C'est ce petit morceau. Strawberry Field Forever, extrait donc de l'album bleu des Beatles. Qu'est-ce qui vous a plu et fasciné dans cette musique-là ? En fait, si tu veux, à partir du moment où j'ai écouté les Beatles, j'ai su à peu près qui j'étais. Voilà. C'est-à-dire que... C'était un sacré pouvoir, ça. Avant, c'était un peu... Je savais pas trop ce que je foutais là. Et à partir du moment où j'ai entendu les Beatles, je me suis dit, là, il se passe quelque chose que je comprends. Donc à partir de ce moment-là, j'étais une espèce d'éponge par rapport à cette musique et par rapport à toute la culture qu'il y avait autour et les significations qu'il y avait avec, quoi, par rapport à cette époque-là, ce que ça voulait dire par rapport à tes parents, etc., de t'identifier au rock'n'roll, quoi. Et j'avais un petit peu trafiqué du piano quand j'étais gamin. Et là, en écoutant cette musique, j'ai eu envie de jouer quelque chose, quoi. Voilà. Donc j'ai trouvé une guitare, on m'a prêté une guitare et puis j'ai commencé à essayer de gratouiller, voilà, d'en faire quelque chose. Et d'en sortir du son. Ça veut dire que vous êtes un guitariste autodidacte pour le coup. Ouais, j'ai tout appris tout seul. Ouais. Et en même temps, on découvre cet univers-là et deuxième étape, de l'autre côté de l'Atlantique, on tombe sur ça. Ça, c'était les Beach Boys, Pet Sounds, le Sgt. Pepper des Beach Boys. On a toujours dit que c'était eux qui avaient réussi à le sortir en premier, mais qu'ils étaient à peu près sur le même projet avec les Beatles, sur ce même concept album, une histoire qui serait racontée sur 2 faces de vinyle. C'est vrai que c'est les Beach Boys qui l'ont sorti en premier, le Sgt. Pepper est sorti 6 mois plus tard, mais c'est vrai qu'on est dans le même univers et dans cette même façon de concevoir la pop et le rock. En fait, oui, tout à fait. J'ai connu les Beach Boys plus tard. C'était une musique qui n'était pas vraiment facilement distribuée en France. Elle avait un côté très péjoratif, quoi. Et quand j'ai entendu la première fois comme ça ces chansons, j'en connaissais certaines qui m'interpellaient beaucoup. Après, je suis tombé dedans. Et quand j'ai découvert cet album, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Surtout cette chanson qui, pour moi... On dirait que ça touche l'âme, quoi. Là, vraiment, on est dans quelque chose de hyper spirituel et de très fort. Alors, après, il y a tout le savoir-faire de Brian Wilson, le producteur, etc., qui est le génie qu'on connaît, quoi, qui est une espèce de Léonard de Vinci de la musique, quoi. Il débarque, il sait tout faire, il est sourd d'une oreille, enfin, on ne sait pas. Quand il parle, on dirait un enfant, enfin, on se demande qu'est-ce qui se passe, quoi. Et malade mental, séjour en psychiatrie assez régulier. Voilà, donc un cerveau très connecté et sûrement, voilà. Et donc, voilà, cette musique, ça m'a parlé énormément, ça me parle toujours. Je suis allé le voir à l'Olympia, là, quand il a fait le concert Smile. Ouais. Oui, puisqu'il avait rejoué notamment cet album-là avec des jeunes musiciens, mais avec les arrangements de l'époque. Oui. Et l'album est ressorti sous le nom de Smile. Ouais. Alors, c'est pas cet album-là qui est sorti sous le nom de Smile. C'est le projet suivant qu'il avait fait, qui s'appelait Smile, qui n'était jamais paru parce qu'il est tombé en dépression. Donc ensuite, je vous passe les détails, c'est ressorti dans les années 2000. Il a fait une tournée avec des membres de Wonder Meats, qui sont un groupe qui sont plus jeunes que lui. Et là, je suis allé voir ce concert, c'était absolument incroyable, quoi. Et lui sur scène. Ah, mais hallucinant, quoi. Hallucinant. Après, c'était pas complet. Ah ouais. Et c'était peut-être à l'Olympia, un peu honteux. Deux jours après, il y avait Indochine sur 2 soirs, c'était booké. Mais bon. Autre époque et autre valeur. C'est ça. Et donc, 3e morceau que vous nous avez amené, et c'est vrai que ça fait un peu raccord avec ce que vous avez fait ensuite, c'est celui-là que j'ai passé par inadvertance tout à l'heure.
Celui-là, on va pas me passer des tonnes. Tout le monde le connaît. Sex Pistols, Anarchy dans le UK, enregistré au moment du jubilé de la reine d'Angleterre. Grand moment de l'autre côté de la Manche. Là, c'est comme ça qu'on vous a aussi connu les premières fois sur les scènes des bars toulousains, avec cette dégaine un peu de punk. Je parlais tout à l'heure de la guitare jouée très bas. C'était votre position à ce moment-là. La guitare très bas sur les jambes et le son très fort. Et le son très haut. Mais en fait, là, j'ai découvert le punk. En fait, il se trouve que j'ai eu la chance d'être en Angleterre en 1977. Avec mes parents, on s'est retrouvés en Angleterre en 1977 parce qu'on faisait des voyages. Et donc, je me retrouve dans les rues de Londres. Je vois un mec avec des cheveux verts. Je dis, mais papa, prends-moi une photo. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? On avait acheté les cassettes des Beatles et tout ça, on écoutait les Beatles dans la voiture. Et en fait, c'est là que j'ai découvert qu'il se passait quelque chose, quoi. Et bon, voilà, j'avais 13 ans, 1977. C'est la musique qui était faite pour les gars de mon âge, quoi. Voilà. Donc, en rentrant, je me suis intéressé un peu à tout ça, quoi. On avait une version très édulcorée avec Plastic Bertrand, mais déjà qui avait amené le feeling, un peu le truc sympa, quoi. Un peu l'esthétique et un peu le son. Ouais, un peu le son aussi. Ouais, il y avait un truc comme ça qui bousculait gentiment. Mais bon, voilà. Après, je me suis intéressé, au groupe. Parce que voilà, à cet âge-là, et comme toujours d'ailleurs depuis, j'ai une espèce de boulimie d'envie de connaître plein de trucs, de découvrir plein de trucs. Et voilà, et à cette époque-là, le punk est arrivé et c'était très riche. Et en plus, ça nous donnait l'idée qu'on pouvait tous faire de la musique. Ouais. Et 3 accords, mets-toi sur scène, gueule fort et ça le fait. Voilà. Bon, après, il fallait que ça le fasse, mais en attendant, et avoir peut-être quelque chose à raconter, quoi. Mais voilà, on pouvait se dire que c'était faisable, quoi. Les premiers concerts, c'est avec qui ? Mon premier groupe s'appelait Fragile, d'où aussi le titre de mon nouvel album, quoi. C'est un peu un hommage à mon premier groupe, mais aussi il y a une chanson qui porte ce titre et elle raconte pourquoi j'ai choisi. Donc voilà, c'était un groupe de potes de lycée où on faisait plutôt du rock, plutôt 70s, quoi. Et à l'issue de ça a splitté parce que c'est des histoires de gamins. Et je me suis mis à jouer après dans Little Helpers, qui était un groupe installé un peu plus sur la scène toulousaine, quoi. Ouais. Alors les Little Helpers, on va en parler assez rapidement. Little Helpers qui avait à sa tête un chanteur pour le coup, qui s'appelait Jeff, qui, si je me souviens bien, était aussi DJ dans un bar rock toulousain. Oui, au boulevard du Rock, il était DJ. Voilà, c'est ça. Je voudrais simplement vous faire écouter ça et vous allez me dire ce à quoi ça vous fait penser. Yeah. Well, I know you heard about the Suzy Q. I know you heard about the chicken too. I know you heard about the soul twist too. But the walk is the damn that you can do. You do the walk. Yeah, the walk. Je reconnais la voix de Jeff qui chante The Walk. Ouais, et c'est vous qui êtes à la 12 cordes derrière. Ouch. Et ouais, c'était, ça se passait dans un des studios de campus, donc celui de la rue des Lois, et vous étiez venus tous les deux à ce moment-là, donc pour faire la promotion des concerts que vous faisiez à ce moment-là. Oui. C'était donc juste avant le début des Rosemary Babies, et le jeune homme qui joue de la 12 cordes derrière, c'est Eric le chien fou. Oui. C'est quoi cette époque pour vous, Little Helpers? On est en 87, 88 à peu près? Ça. Un peu avant, j'ai commencé avec les Helpers en 85, ça s'est fini 87 pour moi, début 88 en fait, quand j'ai monté les Rosemaries, quoi. C'est une époque, en fait, les Little Helpers étaient... C'était un grand groupe de rock à Toulouse, à cette époque où il y avait une sorte de revival par rapport au pub rock des années fin 70 anglais. Moi, j'avais plus de groupe. Je rêvais de jouer dans un groupe de rock à Toulouse et j'ai appris que les Helpers n'avaient plus de guitariste soliste. Alors, dans mon premier groupe, j'étais bassiste et je jouais de la guitare et bon, voilà. Et un copain me dit, ouais, les Helpers cherchent un guitariste, ils font passer des auditions, machin.
Bon, ben j'avais une guitare que j'avais acheté 400 francs, je me suis fait prêter un ampli, puis je suis allé passer l'audition, et puis ça a marché, on est devenus amis, et puis après on a fait de la musique pendant 3 ans, quoi. Et avec une énergie qui était pour le coup très rock, mais aussi très punk. Enfin, c'est vrai que ça a donné des concerts qui sentaient la sueur et la poisse. Tout à fait. Dominique, le batteur, qui ensuite est venu avec moi dans les Rosemaries, avait vraiment un feeling assez punk, très rock'n'roll, quoi. Jeff n'hésitait pas à mouiller la chemise. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé dans le groupe, j'étais plus jeune, vraiment plus jeune que les autres. J'ai amené peut-être cette énergie du punk rock, le son saturé aussi sur la guitare. Les guitaristes avant moi avaient des sons plus clairs, quoi. Des sons qui étaient plus 70s, début 70s. Moi, je suis arrivé vraiment avec un son fin 70s, le son des Ramones, quoi. En fait. Ouais. Voilà. Avec une scène rock à Toulouse qui était en plein développement. Toulouse, à ce moment-là, était plus connue pour sa scène blues que pour sa scène rock. Il y avait eu le groupe de Paul Persson qui est Backstage qui avait fait un peu parler de Toulouse au début des années 80. Et c'est vrai que Toulouse était plus marquée par un côté blues qu'un côté rock. C'était quoi la scène rock à l'époque? Ben alors il y avait Little Helpers, il y avait les Shifters, il y a eu les Boy Scouts, il y a eu les Partners, il y avait Gilles Dougherty, il y avait les Évadés d'Alcatraz, il y avait plein de groupes, quoi. J'en oublie plein. C'est vrai qu'il y avait une espèce de fourmillement là qui était super intéressant. Et on va dire que, bon, malheureusement, alors il y a eu cette époque-là où il y avait pas mal de possibilités pour jouer dans des troquets. Et la mairie de l'époque a fait vraiment tout son possible pour pouvoir faire fermer le maximum d'endroits où on pouvait s'exprimer, quoi. Et elle y est arrivée. Oui. Elle y est arrivée. On va écouter encore un autre morceau sorti des archives de Caramel Mou. Accrochez-vous à votre casque. J'espère que le son est assez bon et assez fort. Nouveau dossier noir. Bonsoir, chers auditeurs de Caramel Mou. C'est Eric Duchien qui vous parle. Je chante sur Caramel Mou ce soir. Genre, nous, c'est tout le temps. Le morceau qui s'appelle L'auto de l'ange. L'histoire d'un mec qui essaie de rouler depuis tout le temps et tout la pierre. Et ça commence comme ça. C'est le morceau d'ailleurs. I want to find every December I can't find. D'un morceau complètement enregistré sur bande magnétique. La numérisation, c'est pas folichon. Ça, c'est vous lors de la première émission Caramel Mou sur un morceau qui s'appelle, je crois, La Chute, où vous racontez l'histoire de quelqu'un qui veut absolument s'envoler. Ah oui, alors, le fou volant. Voilà, c'est exactement ça. Et ce qui m'avait assez intrigué lorsque vous étiez venu à ce moment-là, c'était pour parler du premier album, enfin du premier morceau qui sortait sur une compilation Boucherie Productions, on l'écoutera tout à l'heure. C'est que vous étiez venu avec plein d'instruments. Il y avait un banjo, il y avait un accordéon, il y avait une guitare, il y avait plein d'instruments, il y avait un accordéon. C'est quoi cet attrait pour comme ça le multi-instrumentiste? Parce que c'est ce qui fait aussi que vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un qui a été intéressé par plein d'instruments et du coup par plein de musique. Mais en fait, si tu veux, enfin, quand j'ai commencé à faire de la musique et m'intéresser aux disques, je regardais évidemment ce qu'il y avait marqué dans les pochettes et qui faisait quoi. Et mes héros, je me suis rendu compte que mes héros, ils n'étaient pas juste guitaristes. Quand je regardais Paul McCartney, il faisait la basse, il faisait le piano, il faisait la batterie, il chantait. Et je me suis dit, pourquoi faire qu'un truc, quoi? Surtout qu'en plus, ce qui m'a intéressé de suite, c'est l'enregistrement, de l'orchestration, la production. Donc, avec un petit 4 pistes à cassette que je m'étais acheté, je me suis rendu compte que je pouvais superposer. Mais je me suis dit, je ne vais pas superposer 50 guitares. Ce qui est intéressant, c'est dans ma chanson d'essayer de lui donner un peu de matière, d'essayer de donner de la profondeur, des thèmes différents, etc. Et donc, voilà, donc je me suis intéressé à essayer de trafiquer avec différents sons.
donc différents instruments. Et de par là même, je me suis mis aussi à m'intéresser aux musiques d'où venaient ces instruments. Voilà, un banjo, d'accord, un banjo, mais c'est quoi? C'est rattaché peut-être à certaines musiques. Le sitar, j'ai un sitar, donc c'est musique indienne. Donc je me suis mis à m'intéresser à la musique indienne, etc. Vous avez appris le violon, il y a eu des côtés des traits de zigane à un moment donné. La musique irlandaise, vraiment. Ou la musique irlandaise aussi. Ouais, le violon, c'est vraiment sur le trad irlandais que ça m'a... Voilà, ça m'a... Et donc, c'est la pratique des différents instruments. Et c'est quelque chose que je vois maintenant facilement chez les plus jeunes. Les plus jeunes, ils s'autorisent et ils le font super bien, quoi. Voilà. Vous le faisiez pas mal aussi. Et on en écoutera un morceau avec Rosemary tout à l'heure, mais on va écouter peut-être un extrait de cette compile La Relève chez Boucherie Productions. Là, on est plutôt dans les années 89-90. C'est ça, ouais. Et donc, Boucherie Productions, qui était le label du rock indé français, se met en tête de sortir une compilation avec plein de groupes qui vont être appelés à avoir un sacré devenir. C'est du moins ce que pensent Boucherie et François G. Lazaro. Sur cette compile, il y a deux groupes toulousains, Kurt. Il y a Kurt et il y a les Rosemary Babies avec ce morceau-là qui raconte un peu la révolution et là avec un côté très très punk justement. Ça ira, tous les jours j'entends ça, fais pas ci et fais ça, obéis au roi. Ça ira, te bouge pas dans tes doigts, parle pas la tête pleine et marche droit. J'ai connu une enfant qu'on appelle Marianne. Elle se met la révolte à tout vent, avec un sourire qui disait comme ça. Ça ira, ça ira, ça ira. Ça ira pour les chiens et les chats, les truands en col blanc et leur aristocratie. Ça ira pour les ecclésiastiques, les rois astiques avec la politique. Maintenant Marianne est fille de joie, elle a changé de trottoir. Elle tapine chez les bourgeois, elle leur a vendu son cœur et son âme. Ça ira, ça ira. Ciao ciao ciao, stamattina mi sono alzato e ho trovato l'Iva nel fitto dell'Ebro. Era nel fitto dell'Ebro. Una noce tra Serrio, Voilà, la relève Boucherie Production, donc les Rosemary Babies, Eric Nemo en faisait partie. Vous nous disiez que vous aviez découvert plein de choses en enregistrant avec ce groupe à Boucherie Production, que c'était sans doute le label du rock indépendant français, mais qu'eux aussi découvraient le métier. Ben oui, évidemment. Là, de toute façon, tout le monde découvre un peu les choses. C'est vrai qu'il y avait un peu plus, peut-être qu'aujourd'hui, un peu plus de gens qui étaient formés sur le tas, quoi. Que ce soit les ingénieurs du son, que ce soit tous les managers, tout ce qui était, tout était comme ça un peu. Hein. Il n'y avait pas encore d'école. Ouais. Et c'est vrai que là, quand on est allé enregistrer cette compilation, c'était avec l'ingénieur de François G. Lazaro, qui s'avérait être en fait l'ancien manager de Trust. Et c'est vrai que, bon, voilà. Il était manager, il n'était pas ingénieur du son. Bah, on va pas dire ça comme ça, mais bon, c'est un peu dur, quoi. Mais... Ouais. Et quel souvenir de cette compilation? Alors, c'était très positif parce que ça s'est fait de façon... bon, on était tout content évidemment que Boucherie s'intéresse un peu à ce qu'on faisait. Et par contre, les conditions, c'était vraiment à l'arrache. L'enregistrement, c'était enregistrement, mixage, tout dans la journée. Donc vous arrivez à Paris, vous arrivez au studio, vous enregistrez, puis après vous partez, quoi. Donc bon, le résultat est ce qu'il est, quoi. Hein. Mais après, voilà, on sème des graines et après c'était à nous à faire fructifier le truc. Et c'est vrai que on faisait ça beaucoup par la scène, quoi.
Beaucoup par la scène. Avec quand même des graines qui ont poussé, Éric Nemo, puisque 2 ans plus tard, Boucherie vous propose d'enregistrer un album. Ouais, oui, c'est ça. On a fait, mais ça a été de la même manière, tout à l'arrache, tout, voilà. Donc l'album est ce qu'il est. Moi, j'ai bien aimé les chansons qu'il y avait dedans. Par contre, ça a été réalisé d'une façon épouvantable parce que c'est tout mal géré, quoi. Mais c'est pas grave, comme je dis. Après, c'était la scène. Voilà. Et avec dans cette première mouture des Rosemary, il y a déjà cet intérêt pour les autres musiques et essayer de rendre plus rock des musiques traditionnelles. On va en écouter tout de suite un extrait maintenant. Rosemary Baby, extrait donc de leur premier album Lutte des classes. Mamé, j'ai fait le tour du monde. J'ai vu les brunes, j'ai vu les blondes. Il te venait des cheveux blancs. Oh mamé, j'ai même dormi sous les ponts et sous des choses édredons. Pendant que tu ne dormais pas. Et je sais qu'aujourd'hui je reviens au pays sans argent, fatigué mais heureux. En revenant ton pauvre dans le chéton qui dort, j'ai des larmes qui montent aux yeux. Oh mamé, chwilę ci kogoś trudno. Rozpisał kółko, zawał ten sprit. O małej, chwilę ci kogoś trudno. Rozpisał kółko, zawał ten sprit. Mamie, je fais le tour de la terre. Voilà, ce que faisaient un peu les Rosemary, c'était mettre du rock dans des musiques traditionnelles aussi. Oui, ben en fait, on avait avec Jean-Marc, le bassiste, Jean-Marc, de qui on n'a pas parlé encore, qui est quand même le compositeur et le chanteur sur cette chanson, qui lui aussi touchait de plusieurs instruments. Il y a eu une émulation très forte entre nous. Qui parfois virait un peu à la compétition de compositeurs, mais c'était chouette parce que ça a créé comme ça un moteur dans le groupe qui a été pendant un certain temps très positif et productif, quoi. Et Jean-Marc était très très branché aussi sur les musiques trad, quoi. Donc voilà, on fouinait chez les disquaires pour trouver des trucs, des disques de musique tigane, de n'importe quoi, tout ce qu'on pouvait trouver. Et donc ça a beaucoup influencé notre approche. Moi, c'est vrai que j'avais mon côté folk à travers la musique irlandaise, les Pogues, tout ce qui était Dylan, folk américain, quoi, qui venait plutôt de moi. Jean-Marc, c'est plutôt la musique de l'Est, quoi. Il s'intéressait beaucoup aussi aux toutes les langues du monde, donc il aimait bien chanter dans différentes langues. Notamment l'espéranto. L'espéranto, voilà, ou là le yiddish dans cette chanson, quoi. Et voilà. Et après, au bout d'un moment, la machine a fatigué. On va dire que la forme elle a pris sur le fond. Il n'y avait plus grand chose à raconter. C'est devenu quelque chose qui était de moins en moins intéressant. Et puis voilà, ça s'est épuisé. On n'avait plus grand chose en commun. Et puis ça a fait comme tous les groupes. Comme tous les groupes, ça s'est arrêté. Et du coup, vous êtes reparti avec votre guitare. Vous avez vu beaucoup dans ces années-là, fin des années 90, début des années 2000, tout seul dans les bars ou sur des scènes un peu plus grandes. Moi, je me souviens vous avoir vu faire la première partie de Daniel Dark au Rex. Superbe set d'ailleurs. J'en garde un sacré souvenir de vous tout seul avec le public venant écouter Daniel Dark. C'était pas gagné d'avance. Et c'est vrai que je me disais, c'est quoi la référence? C'est Neil Young ou c'est Dylan? Arriver tout seul avec l'harmonica en bandoulière et chanter ces chansons-là. C'était quoi à l'école? Je pense que c'est les deux. En fait, dès que j'ai commencé à savoir jouer un peu de guitare, j'ai eu envie, je me suis dit, bon, déjà, ça a été d'écrire des chansons. Je me suis dit, en fait, j'ai lu comment ils faisaient les autres et mes héros. Et ils faisaient une chanson avec une guitare sèche. Il faut que ça tienne debout, quoi. Voilà, ta chanson, si elle tient pas comme ça, si elle tient juste avec une pédale d'effet ou un riff,
ça va être un peu une pédale d'effet ou un riff, quoi. Et si tu veux faire une chanson, il faut pouvoir la jouer peut-être avec ton banjo, peut-être avec ta guitare, peut-être avec ton piano, peut-être la chanter sous la douche, mais il faut qu'elle tienne debout, quoi. Donc je me suis mis ce challenge et voilà, et je me suis mis à essayer de jouer des morceaux avec rien, quoi. Et puis aussi le challenge de jouer tout seul, quoi. Donc j'ai commencé, on faisait un peu la manche avec des copains l'été quand on était au lycée, quoi, pour se faire un peu de fric, pour acheter du matos pour le groupe dans lequel je jouais. Puis après je me suis mis à le faire tout seul pour travailler, pour essayer de me prouver quelque chose, et puis pour mettre en place ce truc de songwriter, quoi. Voilà. Et petit à petit, vous êtes revenu sur ce que vous nous décriviez en début d'interview, c'est-à-dire un attrait pour le studio, pour la composition, pour le travail sur le son, pour les instruments, et vous avez commencé à composer des morceaux que vous avez regroupés dans un album qui paru il y a une petite douzaine d'années, dans un deuxième album qui vient de sortir, où là c'est autant un travail de composition que de studio. Je me souviens que sur le premier qui était sorti il y a une petite quinzaine d'années, qui s'appelait je ne sais quoi, vous jouiez pratiquement tous les instruments. Il n'y avait que Rodolphe Testu qui jouait de la batterie, ou quelquefois Sébastien qui vous épaulait à la basse, mais vous jouiez quasiment Sébastien à la batterie aussi. À la batterie. Ça a été cette démarche-là de repasser du tout seul en scène à un travail en studio qui vous permettait de retravailler les sonorités? Alors, en fait, c'est quelque chose que j'ai fait aussi sur mon dernier album, c'est-à-dire je l'ai fait avec Sébastien Comet à la batterie, qui fait des chœurs aussi, et quelques autres instruments, mais après c'est moi qui fais tous les instruments, quoi. Mais déjà sur les albums des Rosemary, je faisais beaucoup de choses, quoi. Ne serait-ce que dans les arrangements et l'interprétation des instruments, quoi. Voilà, mais c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, d'où voilà, tout à l'heure on a écouté les Beach Boys, quoi, la fascination, ou même sur Strawberry Fields Forever, quoi, le travail de production, de comment on arrive à créer cette espèce de paysage sonore absolument incroyable, où on reconnaît aucun instrument, on ne sait pas ce qui se passe, mais ce qui est important, c'est les sonorités aussi des mots, qui sont comme Dylan dit, quoi, ces textes, c'est le son de ce que j'ai à dire, quoi. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve énormément. Même si je chante en français, pour moi, les mots, c'est le son de ce que j'ai à dire. Ouais. C'est pas que les écrits, etc., comme parfois on a envie quand on écoute du français. Voilà. Quoi. Vous le dites à un moment donné dans une chanson qui était parue dans cet album de 2003, j'ai laissé mes textes contestataires à terre et je suis passé à autre chose. Et c'est vrai que à autre chose, c'est aussi la sonorité des mots. Oui, c'est ça, ouais. Oui. On va en écouter parce que c'est presque la fin de l'émission. On va écouter un extrait de cet album, 12 titres sortis en vinyle qui se transforme en double album si on le télécharge sur Internet. Donc pour l'achat du vinyle, on a la possibilité de le télécharger en double sur le net. On va écouter 5 minutes. 5 minutes. Voilà, et un extrait donc de ce nouvel album d'Éric Nemo paru il y a une quinzaine de jours. Vous avez fêté ça à l'espace Bonnefoy il y a 15 jours. Donc album qui s'appelle Fragile 1 et 2, 5 minutes, Éric Nemo. Moitié fou de penser que cela durerait plus de 5 minutes. Moitié fou d'espérer que vous me reviendrez plus de 5 minutes. Un
Voilà, Eric Nemo, 5 minutes, extrait donc de son dernier album, Fragile 1 et 2, album vinyle, téléchargeable également sur le net parce que Eric Nemo est un jeune homme moderne. Album chaudement recommandé par la maison, on en écoutera assez régulièrement dans cette émission. Merci beaucoup Eric d'être venu passer ce petit moment avec nous. Et juste pour se quitter, on va donner 2-3 concerts pour ce soir. Je le disais tout à l'heure, Frédérica en solo acoustique à partir de 20h30 au Satch Club 3 rue Lafayette. Edith Boubaker, Laurent Avizou, la vidéaste Nadia Von Foutre et la danseuse Alice Essila à 19h30 à la Galerie Archipel. Ça, c'est 23 rue Arnaud Bernard. Cagnard ce soir, Cagnard Quintet plutôt libertaire pour un hommage à la face poétique de Moondog, ce musicien américain dont Toulouse fête toute l'année la mémoire à l'initiative du patron du métronome. Cagnard ce soir, c'est à la Cave Poésie à partir de 20h30. Si vous aimez les rythmes afro-cubains, eh bien, allez au taquin, c'est Mambo, c'est Flores, afro-cubain à gogo, joué en septet, c'est au taquin à partir de 21h. Deuxième édition du Toulouse Punkers Festival, soirée punk donc ce soir, punk rock à la Cave à Rock, ça se trouve du côté du stade des 7 deniers, entre les 7 deniers et Ginestou. Et ce soir, on pourra y écouter Poésie Zéro, c'est un groupe qui vient de Nantes, Madame la Marquise de Toulouse, Tricycle, toujours de Toulouse, et Zap Branigan à partir de 19h30 et continuation de ce festival demain soir. Vermeil Solarium, ça c'est un répertoire joué en quintet entre musique de film et chanson et ça se passe ce soir à 21h au Dada, avenue Honoré Serre. Soirée Groove Station à la Dynamo à partir de 20h. Il y a aussi du rap musical, Fran Free, du rap musical, c'est lui qui le dit. Ça se passe à Maison Blanche à 21h et c'est Arnaud Bernard. Il y a également du cirque à la grainerie avec les 7 circassiens finlandais de Mad in Finland à partir de 20h30. Vous aurez peut-être de la chance de vous trouver une place si vous vous dépêchez parce que le spectacle était quasiment plein. Il y a une petite heure. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Nous serons en 2019. Ça sera pas mal parce que l'année 2018 a été plutôt compliquée pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite des bonnes fêtes. Eric Nemo, merci d'être venu partager cette petite heure avec nous et vous retrouvez monsieur Wifong juste après ça. Salut les filles. Comme toi, mon petit gars, à ton âge. Moi